Et pour les soignants, oui, là, on n'est plus dans l'urgence. Oui, à l'époque, c'est une terrifiant. urgence. Là, effectivement, on était dans l'illégalité, si je comprends bien. Oh là 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 là, meilleure prescription. Et qui ont utilisé cet argent pour des choses qui n'avaient rien à voir avec le règlement des frais d'avocat de leurs actions en justice. Bienvenue, aujourd'hui j'ai le plaisir, l'immense joie de recevoir deux personnes que vous connaissez déjà, puisque ce sont des personnes qui représentent l'association de défense des libertés fondamentales, c'est pas la seule, et une des associations qu'on préfère évidemment. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été parmi les premiers à se lever durant la période douloureuse que nous avons connue pendant la crise sanitaire, une période dont, vous savez, la plupart, la très grande majorité de nos libertés fondamentales ont été abolies, ont disparu totalement. Pourquoi ? Eh bien, parce que on a besoin de motiver davantage. Alors restez bien jusqu'au bout, on a pas mal de choses à voir avec vous lors de cette émission spéciale. Pensez à vous abonner, vous êtes plus de 50% à voir nos vidéos et pourtant à ne pas être abonné. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé, posez vos questions, évidemment on sera un plaisir d'y répondre et surtout partagez, diffusez ce genre d'émissions, vous ne les trouverez pas sur les chaînes du service public. Pourtant, vous verrez, il y a beaucoup de choses extrêmement intéressantes qu'on va voir sans plus attendre. Alors, je vous propose, messieurs, si vous voulez peut-être vous présenter rapidement aux personnes qui ne vous connaissent pas, pour la très grande majorité. Vous avez déjà eu le plaisir d'intervenir sur la chaîne, mais malheureusement, c'est pas des vidéos qui ont percé, qui ont fait des millions de vues. Donc on peut, je pense, rappeler qui vous êtes, ce que vous faites, et ensuite on commencera cette émission. On commence par toi, Manu ? Allez, ça marche. Emmanuel Astenouze, j'ai 53 ans. J'ai un fils, je suis séparé, que dire de plus, je viens de l'univers du contrôle de gestion, l'univers impitoyable. L'ADLF, donc, j'y suis depuis le début. Depuis 2021, finalement. 2021, c'est ça. Tu as été président de l'ADLF pendant 2 ans. Voilà, j'ai été président, là je suis trésorier maintenant. Et président, j'ai pris la suite de Jacques Fouillet en 2023. Voilà. Jacques, qu'on salue évidemment. On aura le plaisir, je pense, de recevoir également sur la chaîne. On l'a déjà reçu, mais ça sera l'occasion de le recevoir de nouveau. Très bien. Merci beaucoup, Manu. Jean-Paul ? Et oui, et bonjour tout le monde. Je m'appelle Jean-Paul Bidault. Alors, je viens d'un autre univers qu'Emmanuel. Je suis musicien, voilà, artiste musicien. Je joue du violoncelle. Voilà, la crise entre guillemets Covid, moi d'être enfermé chez moi, ça ne me convenait pas. Je voyais pas le sens à cette histoire. Je le vois toujours pas. Voilà, je suis père de famille, j'ai eu des enfants. Et puis en gros, après, on va pouvoir parler d'ADLF maintenant. On va pouvoir parler de l'ADLF. Bon, super. Merci pour cette présentation, messieurs. Maintenant, on voit un peu plus qui vous êtes aujourd'hui. Peut-être précision, vous êtes le président de l'ADLF. Actuellement, c'est moi. Voilà. C'est vous, le président de l'ADLF. On rappelle, le président de l'association, c'est celui qui est capable de décider, dans une très grande majorité de cas, de ce que l'association peut faire, va faire. Voilà. Oui. Donc, c'est quand même un rôle qui est engageant. Voilà. Et en gros, je décide en ayant discuté avec mes amis. Évidemment, et y compris les adhérents, les sympathisants. Voilà. Donc, on essaie de faire tous ensemble. Et c'est vrai que c'est le président qui signe, en gros, quand il y a un ordre à donner. Non, mais c'est important de le rappeler. Pourquoi l'association de défense des libertés fondamentales ? Par qui voulez-vous commencer, messieurs ? Pour quelles raisons, à un moment donné, on s'est retrouvés là ? Tout à l'heure, avant l'émission, on parlait de taper sur des casseroles dans la rue. Est-ce qu'on peut revenir sur cet épisode où, finalement, vous vous êtes rencontrés la première fois et vous n'aviez pas forcément su à ce moment-là, de suite, que peut-être vous ayez forgé une partie de votre destin ensemble. Oui, c'était il y a un peu plus de 4 ans. En 2021, donc à la date à laquelle on fait cette émission, ok ? Voilà, c'était en 2021, même peut-être on s'est vu la première fois en 2020, une manifestation un soir de confinement. Une manifestation non autorisée ? Interdite. On le rappelle. Et ça, c'est effectivement, on a déambulé dans les rues de Montpellier. On était une 50aine de personnes. Ça faisait un peu de bruit. Les gens ouvraient leurs fenêtres. Qu'est-ce qui se passe ? Et puis à la fin, ça s'est terminé qu'on a vu des cars de CRS. Alors là, on est quand même partis. Alors les CRS ne vous ont pas chargé. Ils ont rien fait. Ils étaient au loin, mais voilà. C'était le. Et en fait, après, on a eu l'idée que pour mener des actions, il fallait rassembler notamment de l'argent pour pouvoir payer des avocats
parce que les actions principales de Si la vous DLF... vouliez faire des actions juridiques, des actions qui étaient légales, parce que là, effectivement, on était dans l'illégalité, si je comprends bien. Oh là 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 là, meilleure prescription. Mais- Enfin, j'espère. C'était quoi, Jean-Paul, le but finalement d'aller dans la rue et de braver l'interdit qui était de rester confiné à la maison? Pourquoi ça, en fait? Alors déjà, pour démontrer que ça ne servait à rien, D'accord. et peut-être une façon de montrer aux gens que c'était pas dangereux de braver l'interdit, et que si tout le monde avait bravé l'interdit serait tombé naturellement, si on peut dire. Pourtant, je me fais l'avocat du diable, hein, volontairement, voyons. mais pourtant, ces mesures de confinement étaient justement décidées afin de permettre d'endiguer l'épidémie. Voilà. Qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas adhéré à ce Alors, ce discours? il y a plein de... D'abord, moi, j'ai jamais eu peur de la grippe. Cette histoire ça nous est apparu très vite que c'était quand même un peu incroyable. Et assez vite, comme on avait du temps à la maison, on s'est mis à piocher les documents. Et en fait, avant 2020, le confinement était la pire chose à faire en cas d'épidémie. C'était contraire à toutes les règles. Donc on s'est dit, si ça change comme ça d'un jour à l'autre, ça va pas. C'était le premier réflexe. Et en fait, ça a continué. On a bu le café debout, assis. C'était quand même incroyable. Assez incroyable. Donc on n'a toujours pas cru d'ailleurs. Et toi, Manu, quelles sont les actions que tu as menées avant ADLF? Je sais que finalement vous étiez rencontrés dans ces manifestations. Qu'est-ce qui, toi aussi, t'a poussé à te dire le discours qu'on nous donne à la télé n'est peut-être pas la vérité? Alors déjà, parce qu'à la télé, on nous avait dit beaucoup de mensonges auparavant. Parce que tu peux revenir dessus, parce que, encore une fois, rappelons-le, il y a beaucoup de personnes qui ont totalement occulté cette période et qui redécouvrent avec vous ce qui s'était passé. Est-ce que tu peux revenir dessus? Il y en a beaucoup, mais alors les principaux, on peut citer par exemple le sang contaminé, on peut citer l'anticyclone qui protégeait du nuage de Tchernobyl, on peut citer Saddam Hussein qui avait des armes de destruction massive et qui finançait le terrorisme. Je veux dire, du mensonge d'État, ça date pas d'hier. Il y avait eu d'autres scandales, donc on a un ancien président, je ne donnerai pas son nom, il a fait un tour en prison récemment, qui est allé embaucher des caméramans à une agence d'intérim, qui n'était même pas caméraman, pour faire le buzz autour de lui, par exemple. Enfin, le mensonge, ça peut être du marketing, ça peut être plein de choses. Et le problème du mensonge, on rappellera, c'est qu'une fois qu'on nous a menti, le drame n'est pas le mensonge, c'est qu'on ne pourra plus jamais vous croire. Donc c'est peut-être ce qui s'est passé en 2020. Tu étais déjà échauffé pour ça. Il y avait une rupture de confiance, oui. Non mais c'est important parce qu'il y a plein de gens qui sont de bons citoyens, qui remettent pas forcément en cause les règles de la vie en société, qui sont pas des grands délinquants et qui pourtant, durant cette période-là, je pense que nous en faisons tous les trois parties, on a eu une période de rupture par rapport aux règles qui nous étaient imposées. C'est pour ça que j'aime bien rappeler ça, parce que on va avoir des personnes qui vont nous voir durant cette émission, qui ne vous connaissent pas et qui probablement ne partagent pas non plus nos opinions. Et tant mieux, j'ai envie de dire. C'est justement ça, de pouvoir... Mais je trouve que c'est intéressant de revenir sur les raisons. Et je trouve qu'effectivement, ta position, elle est intéressante parce que, oui, une fois qu'on commence à te mentir, évidemment, tu ne peux plus prendre pour argent comptant le discours officiel, qui n'est d'ailleurs jamais contredit, sur plusieurs chaînes d'infos. Je pense qu'aujourd'hui, on le voit bien, CNews, c'est pas exactement la même chaîne d'information que BFM, que France Info. Et c'est aussi ça qui fait la démocratie, c'est de ne pas trouver le même programme télévisuel sur chacune des chaînes de diffusion d'information. Et donc là, ici, c'est vrai que pendant la crise, on a remarqué que tout le monde était à peu près d'accord sur tout, quasiment. Donc c'est intéressant, je te laisse continuer, excuse-moi. Après, c'est simplement, j'aime l'histoire, à titre personnel. Et dans l'histoire, il y a beaucoup de mensonges, beaucoup de choses. Alors, j'en citerai plein. Même Pearl Harbor, on peut se poser des questions. Le Lusitania, là, pendant la Première Guerre mondiale, on dit que c'est un navire civil. Bon, bah, pas de peau, on est allé plonger, ils transportaient de l'armement. Enfin, toutes ces raisons qui conduisent à partir en guerre, comme d'habitude, elles sont pas toujours aussi innocentes que ça, quoi. Il y a des choses qui légitiment. Bon, je reviendrai. Et toi, c'est ce qui t'a conduit finalement à questionner et peut-être même à contester l'interdit, qui était de rester à la maison. Rappelez-vous, sauver des vies. Je prends pas pour argent comptant ce que me donnent comme information les médias. Pas toujours parce qu'ils sont de mauvaise foi, simplement parce qu'ils n'ont pas toujours les informations. Le pouvoir peut, lui, mentir sciemment, et le journaliste, lui, n'a pas toujours les outils pour contester ça. On l'a vu pour Tchernobyl, dans le premier temps, le journaliste, il connaissait rien en nucléaire, donc il prenait pour argent comptant. Les informations qu'on lui donnait.
Et donc, moi, ce qui m'a amené à m'interroger dans le cadre de cette crise, bon, évidemment, quand on nous confine, c'est quoi l'histoire? Parce que on nous annonçait des gens qui allaient tomber dans la rue, reine mort, tout ça. Moi, autour de chez moi, il y avait rien. On me disait, oui, il y a un hôpital où il y a déjà à l'époque, on nous parlait de tests positifs. Oui. Enfin, je veux dire, s'il y avait vraiment une épidémie dramatique avec des gens qui tombaient dans la rue, moi, je me serais enfermé tout seul. Hein. J'aurais pas eu besoin Oui, il n'y aurait pas eu besoin qu'on prenne un arrêté pour te contraindre. Et après, je suis allé sur des données toutes basiques, là, sur Internet, voir, mais il y a combien de morts par jour dans ce pays, par exemple? Et donc, rappelle-toi, on nous dénombrait le nombre de morts à la télé, donc il n'y a même pas besoin d'aller les rechercher. Hein. Et donc, par jour, il y a 1600 morts en France. Voilà. Donc après, on peut nous annoncer 100 morts de telle ou telle maladie. Quelle est la première cause de mortalité en France? Eh ben, c'est l'obésité. Enfin, voilà. Si on voulait vraiment s'attaquer à ça, on s'attaquerait par un autre moyen. Donc, bon, je me suis bien dit qu'il y avait une embrouille, hein, pour dire les choses concrètement. Après, en tout cas, tu allais questionner, tu n'avais pas accepté pour les prendre pour argent comptant ce qu'on te disait. Évidemment. C'est comme ça que tu t'es retrouvé donc dans la rue avec Jean-Paul à taper sur des casseroles pour manifester une sorte de mécontentement. Oui, parce qu'au début, on était tellement... On se disait, mais il y a un tel décalage, c'est une dystopie entre le récit et le concret, la réalité, que forcément, en parlant aux gens, mais tout de suite, ils vont percuter, quoi. Et alors, donc, on faisait des actions un peu kamikazes. Donc, pendant les confinements, on allait taper des casseroles dans la nuit, là, bon, avec les policiers qui nous couraient pas du tout après, hein, on va être honnête. Donc, c'est bien de souligner, voilà, bah, moi, quand je portais pas le masque, je voyais les policiers qui changeaient de trottoir, forcément, ils voulaient pas le voir. Ils se disaient, c'est pas leur métier. C'est pas le métier de la police, comme et on remercie, hein, les agents et les forces de sécurité qu'on a d'ailleurs, pour certains, le plaisir d'accompagner au sein du cabinet, qui n'ont pas été très véhéments durant cette période à vouloir poursuivre les gens qui n'avaient pas les auto-attestations ou le masque. Donc merci à eux, parce que évidemment, ça aurait pu être l'enfer sur Terre, hein, si on avait eu en plus les forces de l'ordre qui avaient commencé à réprimer tous les citoyens qui ne partageaient pas toutes les positions du gouvernement. Mais au tout début, c'est toi que j'étais venu voir, David, parce que je suis quelqu'un d'assez conventionnel. Hein. Donc, je me suis dit, il y a une voie légale, la justice est indépendante. Bon, après, on en pense qu'on veut. De toute façon, pour moi, il ne s'agit pas de dissuader de telle ou telle voie, d'aller taper des casseroles, d'aller en justice, d'aller dans les médias, d'aller aux élections. Toutes les voies sont bonnes. Le tout, c'est essayer de transmettre un message. Pas vouloir imposer un message, pas vouloir convaincre, mais amener l'autre à se questionner. Voilà, ça c'est le En tout cas, tu as voulu, à un moment donné, et je me rappelle que tu as pris contact avec moi sur LinkedIn. Si vous n'êtes pas sur LinkedIn, rejoignez-nous. Tu m'avais écrit, effectivement, et j'avais remarqué que ta démarche, c'était justement d'user des voies légales à ta disposition. Tu avais été taper des casseroles dans la rue, bon, tu as vu que ça permettait d'agréger du monde autour d'une cause, mais peut-être qu'il fallait aller plus loin, et ça pouvait faire partie des actions à mettre en place. Et l'intérêt, c'est aussi qu'il y avait des personnes isolées qui se sentaient pas forcément dans cette conformité, qui voyaient qu'il y avait d'autres personnes comme elles qui se posaient des questions. On ne prétend pas détenir une vérité, simplement, on demande des éléments de réponse. Il y a des choses qui paraissaient tellement disproportionnées et compagnie qu'il y avait besoin d'une explication qu'on n'a pas forcément eu, mais c'est aussi là peut-être la réponse de ne pas avoir l'explication. Bien sûr. Et donc c'est comme ça qu'on est venu à l'association de défense des libertés fondamentales. Ouais. C'est né comment cette idée de créer une association? L'idée est venue, à mon souvenir, vraiment de pouvoir non seulement faire des actions un peu spectaculaires. Alors on avait ensuite fait une liste aux élections départementales et à l'élection régionale, on avait fait des déambulations de masques blancs. Et bien on se disait oui, il faudrait passer à aussi un autre niveau et déclarer officiellement que tout ça c'était un peu illégal, quoi. Donc à titre individuel, on n'avait pas les moyens de lancer des actions juridiques. Quand on est 200, 300, c'est pas un problème. Et donc, il y a l'association a lancé plusieurs recours. Au début, c'était évidemment pour soutenir les soignants suspendus. On va y venir après, hein, sur les actions, mais là, le pourquoi, la DLF... Le pourquoi, c'était ça. Donc, de pouvoir agir... D'avoir un réceptacle pour recevoir éventuellement des fonds. De l'argent, tout seul, c'était important d'agir. Et donc, après, on a lancé pas mal de choses.
Oui, il y avait besoin d'un cadre, en fait. Ouais. Vraiment un cadre légal, parce que être une dizaine, vingtaine, bon, c'est bien, on peut faire des caisses comme ça. Quand on passe au-dessus, là, on a goûté à ça avec les caisses de participation qui, comme par hasard, on était censurés. Décidément, la censure était partout. Où notre cagnotte, elle était interdite. Donc, il y avait besoin de passer d'un autre cadre qui est rassurant, qui fait qu'on suit des règles, parce que c'est important pour nos adhérents de savoir qu'on dépense pas n'importe comment les sous. J'y reviendrai, j'ai une anecdote là-dessus. Non, mais c'est effectivement très intéressant. Restez bien jusqu'au bout de l'émission. Nous avons quelques révélations incroyables qui vous attendent. Donc, restez bien jusqu'au bout. Pensez à vous abonner, les amis. Alors, justement, l'intérêt d'une association, c'est aussi, on en avait parlé au départ, je me rappelle qu'on avait une dizaine de personnes sur Montpellier, puisque notre cabinet principal est à Montpellier. On a un cabinet secondaire à Paris, mais à l'époque, on était essentiellement à Montpellier. Et on avait une dizaine de personnes avec qui on essayait au mieux, en tout cas autant qu'on pouvait, d'aller contester les arrêtés qui nous imposaient, notamment le port du masque en extérieur, pas en intérieur, en extérieur. Et je me rappelle que c'était la croix et la bannière pour essayer de faire des dossiers. Pourquoi ? Déjà parce qu'il fallait justifier à chaque fois qu'on était impacté par le port du masque, évidemment. La deuxième chose, parce que pour certains, il y avait vraiment pas du tout de moyens financiers, donc on essayait de travailler avec le mécanisme de l'aide juridictionnelle. Et bien entendu, bon, vous avez compris, si vous me suivez depuis plusieurs années, vous savez que notamment, j'ai arrêté de travailler avec l'aide juridictionnelle parce que j'attends toujours des décisions de 2021 pour savoir si on pourra contester le fameux arrêté qui a imposé le port du masque en extérieur. Donc je pense qu'à un moment donné, j'ai été un peu blacklisté, hein, je sais pas, mais en tout cas, mes dossiers n'étaient jamais traités. Donc en 2025, j'ai encore des dossiers où je ne sais pas si je vais être désigné à l'aide juridictionnelle, mais surtout j'avais vraiment une sale pratique qui s'était mise en place, c'est qu'on me demandait constamment, en me déposant un courrier dans ma boîte palais. Donc la boîte palais, c'est quoi ? C'est une petite case qui m'est réservée au palais. En me demandant de fournir toute une série de justificatifs, donc il fallait fournir vraiment tout ce que vous aviez. Enfin, c'est presque qu'ils vous demandaient un scanner du fond de ce que vous pensez, effectivement. Et donc là, évidemment, j'avais plein de gens qui avaient plus du tout envie de participer à ça, parce qu'ils n'avaient pas envie de se mettre à nu, de mettre les relevés de compte. Et donc, on était rentré dans une sorte de situation où il fallait que je fournisse ces éléments-là. J'avais 3 jours pour le faire, sinon il fallait que je redépose. Et bien entendu, j'en prenais pas connaissance le vendredi quand il était déposé dans ma case. Parfois, j'arrivais au palais le mardi, parce que je passe pas tous les jours. Et donc, il était déjà trop tard. Donc, il fallait faire quoi ? Il fallait redéposer une demande. Et en fait, je me suis aperçu très rapidement que je passais plus de temps à déposer des demandes pour contester des actes administratifs que à contester des actes administratifs, qui est quand même mon métier à la base. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles je me suis dit, c'est quand même mal fait. Si vous arriviez illégalement sur le territoire français et que vous demandiez à contester une décision qui vous expulse, vous auriez quasiment de manière automatique une décision d'aide juridictionnelle. Je dis pas que ces personnes n'ont pas le droit d'être défendues, je trouve juste que c'est un peu dégueulasse d'expliquer notamment à des personnes qui travaillent ici, qui ont vécu toute leur vie ici et qui rentrent dans les conditions de l'aide juridictionnelle. Je trouve que c'est dégueulasse de dire qu'ils vont gaspiller de l'argent public parce qu'ils vont aller contester de telles décisions. Ce sont des remarques qu'on nous a faites. D'accord ? Donc pour ça, je le dis, mais rassurez-vous, chers Français, votre argent est dépensé dans l'aide juridictionnelle aussi pour ce type de litige. Donc voilà, commencez pas à vous offusquer parce que vous allez avoir 2-3 personnes qui, pendant la crise sanitaire, se sont dit on va peut-être contester les mesures qui sont en train de restreindre nos libertés fondamentales. Si vous le faites, ça veut dire que vous devez remettre en cause tout le système du mécanisme de l'aide juridictionnelle. Et je pense, en tout cas, moi je suis un fervent défenseur des libertés fondamentales. Je pense que même quand une personne arrive illégalement sur le territoire français, oui, elle a le droit d'avoir un avocat. Mais ce droit ne doit pas conduire non plus à ce que d'autres personnes qui résident sur le territoire français n'aient pas la même reconnaissance. C'est là-dessus que je bataille. Donc l'avoir une association, c'est éviter tous ces entraves qu'on nous a mises entre les pattes. Je sais pas si Jean-Paul, vous étiez au courant de ça, des difficultés que j'avais eues avec l'aide juridictionnelle. Pas ces détails-là. Pas ces détails-là. J'avais su que c'était plus possible. Ah oui, j'avais pas compris le degré d'hypocrisie. D'hypocrisie, de réticence. C'est l'hypocrisie de demander 4 fois le dossier et surtout de le demander dans un temps impossible à tenir. C'est comme ça que administrativement on met les gens en difficulté. On voyait que l'objectif c'était de nous empêcher de les contester ou en tout cas de nous contraindre à le faire dans des conditions très dégradées, donc c'était pas du tout confortable. Ouais. Le fait de faire une association, ça répondait à plein de besoins. Ça permettait d'une part de ne pas être seul à porter une action,
très important, parce que parfois, on a plaidé avec Emmanuel devant le préfet de l'héros de l'époque. Bon, on était deux, voilà, c'est pas évident de se retrouver devant toute l'administration de la préfecture qui se déplace en trombe, hein, le préfet en personne qui se déplace. Ils étaient nombreux, là, il y avait le banc et l'arrière-banc. Il y avait les médias aussi, hein, qui nous traitaient d'avocats anti-masques et de complotistes, hein, donc bon, c'était pas évident. Bon, évidemment, d'avoir une association, ça permet aussi d'avoir un soutien. La deuxième chose, on sort du mécanisme de l'aide juridictionnelle, les questions de pièces complémentaires, de dossiers à fournir, ça ne nous regarde plus, on n'est plus dépendant de ce système. La troisième chose, vous pouvez participer dans une association en mettant 2 euros, 10 euros, 100 euros. Il y a effectivement un compte bancaire qui arrive et qui, lui, va référencer, va récupérer tout cet argent. Ce sont des adhésions, ce sont des dons, c'est beaucoup plus simple. Et effectivement, autre intérêt, on échappe à la question des cagnottes qui sont faites sur Litchi ou ces autres associations et qui parfois peuvent être problématiques. On l'a vu, hein, pour ceux qui suivent l'association ADLF depuis plusieurs années, on avait eu des difficultés avec Tipeee. Ça s'est arrangé, fort heureusement, mais on a eu quand même des difficultés où les sommes d'argent avaient été restituées à toutes les personnes qui avaient été donatrices parce que on remplissait pas toutes les conditions marquées en petites lignes. Donc ça, c'est vrai que c'est bien d'avoir pu créer cette association et d'avoir échappé à ces restrictions parce que ces mécanismes de récupération de sommes sont pas forcément faits pour permettre de contester une action en justice, pour contester des actes, surtout pendant la crise sanitaire où on sait que c'était très politique. Et puis le sixième avantage, quand vous êtes condamné à des frais irrépétibles, à payer les frais d'avocat de la partie adverse, bon, ce qui n'est pas le cas quand vous attaquez l'État, mais ça peut arriver, bah, c'est pas vous individuellement qui êtes condamné, c'est l'association. Donc il y a forcément plus de moyens qu'un particulier lorsqu'il se prend 500 euros, 1000 euros, 1500 euros. Donc évidemment, c'est quand même beaucoup plus simple, on prend moins de risques personnellement. Et puis, autre intérêt, juridiquement, l'intérêt à agir. Beaucoup plus facile à démontrer. Vous pouvez être une association qui est fixée à Paris, attaquer un arrêté qui est à Montpellier, à Nice, on l'a fait à Bordeaux ou n'importe où en France. À partir du moment où ça rentre dans votre objet social, c'est quoi votre objet? C'est la défense des libertés fondamentales. Il y a une liberté qui est en jeu, vous pouvez agir. C'est quand même beaucoup plus simple. Quand on était sur le port du masque en extérieur, il fallait quand même démontrer que le arrêté que vous contestiez, il concernait l'endroit où vous résidiez. En tout cas, un endroit où vous alliez pouvoir vous déplacer. Donc, c'était pas aussi simple que ce que l'on pense. Donc, tous ces mécanismes, toutes ces raisons nous ont poussé à créer l'association ADLF. Les actions de l'association de défense des libertés fondamentales. Avant d'aller plus loin, pensez bien à vous abonner, à partager ce contenu. Alors, les actions ADLF, on peut peut-être parler des actions, celles qui vous ont peut-être le plus marqué, celles qui, aujourd'hui, évoquent quelque chose pour vous. On commence par Jean-Paul. Oui, alors... je me souviens qu'on a attaqué une décision de Nice, justement, il en était question tout à l'heure, où le maire avait décidé d'augmenter une restriction, je sais plus laquelle d'ailleurs, je sais plus si c'était qu'il fallait à nouveau porter le masque en extérieur ou quelque chose. Dans les bus, je crois. Ou dans les bus, voilà. Du masque dans les transports publics. Et ça a été quand même jugé exagéré. Donc, oui, tout à fait. On a gagné. On va remettre le contexte. Effectivement, Jean-Paul, vous avez raison. Donc, Christian, qu'on salue, évidemment, maire de Nice de son État, qui avait décidé, après la levée des restrictions sanitaires, qui étaient, comme de par hasard, juste avant les élections, comme quoi la crise sanitaire suit le calendrier électoral, donc c'est génial. Hein. Donc, le 15 mars 2022, levée des dernières restrictions. En avril et en mai, les élections présidentielles et législatives. Et donc, au mois de mars, après cette date, notre cher ami Christian avait décidé qu'il fallait réimposer le port du masque, notamment dans les transports en commun. On a contesté cette décision avec l'association des ADLF et on a obtenu gain de cause, évidemment. Donc, c'était manifestement illégal. Les maires ne peuvent pas, en fait, décider de ces mesures sanitaires. C'est le préfet qui décide dans le département et dans les communes. Ça avait déjà été jugé au début du mois de mars 2020 où certains maires étaient allés plus loin dans les restrictions sanitaires. Ça ne veut pas dire que ça n'aurait pas été possible. Ça veut dire que c'est pas le maire qui décide de ce type de mesures. Donc c'était déjà jugé, j'ai envie de dire, avant même que ça commence, mais bon, Christian avait envie de faire parler de lui, plus visiblement. Donc voilà, c'était une de nos victoires. Donc ça, c'est celle-ci qui vous a... C'est une des plus anciennes qui me revient. Après, on a eu effectivement la contestation du pass grand événement ou pass JO. Pass JO, oui, on est allé à Paris ensemble. C'était juillet 24. On s'est retrouvé devant le Conseil d'État. Alors là, par contre, non, on n'a pas réussi à faire changer les choses.
c'était légal d'empêcher les gens de rentrer chez eux, au prétexte qu'il y avait un événement sportif aux alentours. Ils devaient donner plein de données personnelles et on pouvait plus aller les voir sans aussi donner plein de données personnelles au gouvernement. Moi, ça me semblait exagéré et pas nécessaire, mais voilà. Disproportionné, oui. Le Conseil d'État n'était pas de cet avis. Alors, on revient justement sur ce contexte, petit aparté, revoyez nos émissions sur le pass JO, je vous invite vraiment à les regarder. Donc le pass JO, rappelez-vous, hein, c'est cette loi sur les Jeux Olympiques qui avait décidé de mettre en place des restrictions de liberté d'aller et venir et de réunion, notamment aux abords et sur les événements sportifs. Mais ils sont allés plus loin que le pass sanitaire. Le pass sanitaire, c'était finalement une sorte de tentative de restriction de liberté, mais on se rendait bien compte quand même que c'était assez facile de détourner les restrictions. Rappelez-vous, notamment avec l'interdiction de sortir après 18h. Bon, si vous invoquiez le motif familial impérieux, c'était bon, c'est ceux, il n'y avait pas besoin de le justifier, hein, d'accord. Seuls ceux qui ne connaissaient pas correctement les textes se faisaient avoir, mais sinon, vous invoquiez le fameux motif familial impérieux, et c'est bon, vous passez à travers les mailles du filet. Donc si vous aviez suivi cette émission et cette chaîne YouTube en 2021, vous l'auriez su. Bon, évidemment, le gouvernement a quand même grandement misé sur l'ignorance des citoyens pour restreindre nos libertés. Je rappelle également qu'évidemment, les restrictions de 6 à la maison n'existait pas. C'était uniquement dans votre tête, puisque le texte prévoyait 6 dans l'espace public et dans les établissements recevant du public, ce qui n'était pas le cas d'une maison. Donc vous pouviez inviter vos grands-parents à Noël. Bon, merci de rien. Donc le pass grand événement, c'était un peu la même chose. Ils avaient compris que le fait de simplement se contenter d'affirmer quelque chose n'était pas suffisant. Donc ils sont allés plus loin, ils ont déterminé quels étaient les stricts motifs pour lesquels vous pouviez pénétrer dans certaines zones, et notamment rentrer chez vous, et on vous indiquait quels étaient les seuls documents qui étaient susceptibles de justifier du motif. Donc si vous résidiez dans une zone qui était soumise à pass, et que vous deviez y traverser cette zone parce que vous aviez votre appartement, vous deviez rapporter votre carte d'identité et la preuve de l'attestation de domicile, du logement. Enfin, vous aviez une liste limitative, il suffisait plus de l'invoquer, comme c'était le cas pendant la crise sanitaire. Donc on voit qu'ils étaient quand même allés beaucoup plus loin, et qu'évidemment, ça nécessitait de relever un maximum de données personnelles et d'informations extrêmement confidentielles à des autorités publiques qui étaient censées les supprimer 3 mois plus tard. L'ont-ils fait ? On n'en sait rien. À partir du moment où elles sont dans les bases de données, la raison d'État devrait justifier qu'ils soient au moins dans un fichier d'État numérique qu'on pourrait ressortir pour les besoins de la cause. Enfin, ce serait... Je ne comprendrais pas que le gouvernement, qui après avoir récolté autant de données, les supprime immédiatement 3 mois après. J'y crois pas un seul instant. Parce que la raison d'État. Tout simplement. Ok, donc Jean-Paul, vous, c'était le port du masque dans les transports à Nice et le pass JO, où on avait le plaisir d'être allés ensemble au Conseil d'État. Manu, quelles sont 2 actions qui t'ont le plus marqué avec les combats de la DLF ? Alors, à titre épiphénoménique, la toute première action, c'est la première fois que je vais aller dans un tribunal, cette fameuse fois où on s'est retrouvés tous les deux face à ce parterre d'officiels là, de la préfecture. Donc là, c'était une grande première pour moi. Celle qui m'a plus marqué, mais là c'est vraiment au titre de l'émotion, c'est de l'émotionnel, c'est les soignants suspendus. Donc c'est ces gens qui d'un seul coup on leur faisait perdre mais tout. Ils avaient plus le droit de travailler, ils ne touchaient plus rien. D'un seul coup ils perdaient tout, quoi. C'était une mort sociale. Là vraiment, c'était une mesure absurde de plus. Enfin, en tout cas, je les avais vécues comme absurdes, là, toutes ces mesures de confinement, couvre-feu, que sais-je, café debout, assis couché, là. Voilà. Et culotte fermée. Mais là, ces personnes-là qui étaient dans le soin, qu'on prive de vie et que on prive de tout. Vraiment, c'était une contrainte. Où est la liberté ? Où est le sens, quoi ? On aurait pu les licencier. Non, il fallait que ce soit inhumain et ça a duré plus d'1 an et demi. Ça a été évoqué, la question du licenciement des personnels soignants réfractaires à la vaccination, ça a été évoqué. Justement, c'était pour éviter une mesure aussi brutale qu'ils ont dit, finalement, on va les suspendre sans rémunération. Donc, vous voyez quand même que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Ils se sont dit, on va simplement les suspendre le temps qu'ils décident de se faire vacciner, mais que si vous reprenez bien les travaux parlementaires, vous vous apercevez qu'il n'y en a pas un seul dans le lot, et pourtant ils sont quand même 577 députés, il n'y en a pas un seul dans le lot qui s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe ?
S'ils veulent pas se faire vacciner, si au bout de plusieurs mois, ils ne veulent pas se faire vacciner, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est là où la faille de la loi nous a conduit dans cette situation complètement impromptue où pendant 20 mois, des milliers de soignants ont été suspendus sans aucune rémunération. Dans une précarité absurde qui était totalement injustifiée, et ça on l'a davantage su par la suite, et qui à l'époque a été très mal vécu. Hein. C'est d'ailleurs pour la raison pour laquelle on se bat toujours pour eux, pour les faire indemniser. Et d'ailleurs, la DLF a eu son rôle à jouer. Ah oui, beaucoup. Parce que notamment, un des dossiers qui a été porté grâce à la DLF, c'est l'action de Pierrick Thévenon. Ouais. C'est l'action de Pierrick Thévenon a été grandement financée par la cagnotte que nous avions faite avec la DLF, pour lequel il y a eu un peu plus de 15 000 € qui avaient été collectés à cette occasion. Et je remercie encore une nouvelle fois tous les contributeurs qui nous ont fait confiance. On est devant la cour grâce à vous, donc on continue le combat et je profite à chaque fois pour rappeler que notre combat continue. Donc vraiment merci à tout à chacun, ils se reconnaîtront. Et donc toi, c'est l'action qui t'a le plus marqué. Le plus marqué, oui, et ça va au-delà, c'est-à-dire que il y avait une manifestation des suspendus à Lyon, par exemple, qui avait fait un recours là parce qu'ils nous interdisaient la manifestation, mais c'est la manifestation statique. Ils voulaient un rassemblement. Ça a été des cagnottes qui ont été faites, ça a été beaucoup de choses. Il y a eu des actions là ici à Montpellier sur la Comédie. Pour Lyon, on avait affrété un bus. Il y a même eu 2 bus affrétés. Deux bus et nous on en avait fait un. Ouais. Oui. Donc vraiment, on a été très mobilisés pour les suspendus. Et on l'est toujours. On est toujours devant la Cour européenne des droits de l'homme. Le combat n'est pas terminé. Bien sûr. Dieu sait ce qui se passe. On espère que ce texte qui est à l'Assemblée nationale et au Sénat sur les vaccins obligatoires grippe ne passera qui pas. Pourrait, on ne sait pas. Mais on est vraiment très vigilant là-dessus et probablement on l'attaquera s'il sort. Ah mais on l'attaquera, on le sait déjà, on communiquera dessus, hein, évidemment. Et pour les soignants, oui, là on n'est plus dans l'urgence parce qu'on s'était vraiment retrouvés à l'époque c'était urgence. Et ils étaient vraiment dans la misère et à tout point de vue, misère psychologique, la misère financière, c'était terrible pour eux. Bon, alors, je vais arrêter de ressasser ça. Donc là, c'est une des actions qui t'a le plus marqué, pour laquelle l'association ADLF a eu un rôle à jouer. Oui, bon, on en a eu beaucoup d'actions, on avait notre rôle à jouer. Ça, et là, la deuxième action, et comme ça on conclura cette partie, quelle serait la deuxième action qui t'a le plus marqué avec la DLF? Eh ben, c'est une action à venir qui est toujours pas faite. C'est par rapport à l'identité numérique unique et par rapport à l'euro numérique. Qui seront là, c'est la porte ouverte au crédit social, c'est-à-dire tout ce qu'on a connu avant, c'est rien du tout à côté de ça. Et c'est pas pour faire peur dans les chaumières, dormez tranquille. Non, là, bon, il y a pas grand-chose pour le moment. On sait que c'est sur les rails. On peut pas attaquer. Il y a pas de texte, il y a rien. On sait même pas qui dirige quoi là-dedans. C'est plutôt l'Europe. Voilà. Mais ça serait la deuxième chose là où là, c'est pareil. J'irai taper des casseroles et tout ce qu'il faut. Bon, restez bien jusqu'au bout de cette émission. On en parlera justement sur les actions à venir de l'ADLF. Pensez à vous abonner, plus de 50% d'entre vous n'êtes pas encore abonnés à la chaîne. Si vous trouvez que le contenu est intéressant, donnez-nous de la visibilité, on compte sur vous, on a besoin de vous. Les ZFE, c'est une des actions que nous avons menées avec l'ADLF, que je remercie. Notre action a été portée devant le tribunal administratif de Montpellier, puisque, rappelez-vous, ce sont les communes, les métropoles, qui décidaient localement si elles voulaient mettre en place ou non ces mesures de ségrégation. Ce sont des mesures de ségrégation, puisque on ne trie pas les personnes, enfin, on ne trie pas les véhicules en fonction de leur ancienneté ou du niveau de pollution, on trie bien les personnes, et c'est ça qui est le plus dramatique. Alors, qu'est-ce qui nous a amené, l'ADLF, à nous pencher sur la question des ZFE, alors que, historiquement, on a plutôt été penché sur des questions d'ordre national, avec notamment les soignants, les vaccins, le port du masque. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on arrive sur la ZFE? On va commencer par qui? J'y vais. Allez, Manu. Non, bon, c'est une mesure européenne qui se décline nationalement et après qui se décline au niveau des métropoles, tout simplement. Donc, elle ne pouvait être attaquée que métropole par métropole. Chaque métropole mettait en place tout à fait ses propres règles, les exceptions.
Voilà, donc ça ne pouvait être fait que localement. On a attaqué Montpellier parce que c'est ce qu'on connaissait le mieux, tout simplement. Mais on a attaqué aussi Paris, mais c'était pas avec la DLF. Mais on a attaqué, voilà, on pouvait attaquer où est-ce qu'on voulait. Hein. Il était question de Lyon aussi pour le covoiturage qui se remet en place évidemment sur la A1 sur 17 km. Oui, donc on retrouve toujours les mêmes serpents de mer. Voilà, donc c'est pour ça que ça ne pouvait être que local. Et on a participé à tout ce concert de gens qui ont contesté la mesure et qui ont fait que les ZFE n'ont pas pu aboutir, même si ça peut revenir par une autre porte, qui est le contrôle technique. Mais voilà. Tout à fait. D'accord. Ouais. Jean-Paul ? Oui, mais en fait, cette question des ZFE, c'est une aberration hein, du point de vue de l'égalité devant la loi et de l'équité sociale. C'est terrible parce qu'effectivement, les gens qui ne sont pas riches n'auront pas les voitures, enfin, dans la grande majorité, hein, auront du mal à acquérir des voitures plus récentes ou électriques, n'est-ce pas, qui sont censées ne pas polluer, alors qu'en fait, elles consomment des pneus et que ça pollue aussi énormément les particules de pneus. Puis les batteries, le métal rare. Et alors, toute la pollution est externalisée par la fabrication de la voiture et effectivement. Et donc, en plus, alors une petite voiture qui consomme quasiment pas de carburant, elle est exclue parce qu'elle est pas assez jeune. Et un gros 4x4 qui lui envoie plein ben lui ça va. Donc, il y a vu qu'il soit récent. Oui, c'est ça. Et puis il y a tout ce problème de comment obtenir des exemptions. Alors il faut avoir Internet, il faut se repérer dans l'application, enfin dans sur le site qui gère cette ZFE. Donc, on est dans un vrai problème, quoi. Et on pouvait même se retrouver, être en infraction à la loi sans le savoir en se rendant dans une autre métropole, sur une section soumise à ça. C'est Alexandre Jardin qui en parle le mieux, hein, dans son livre Les Gueux, qui décrit en fait le parcours du combattant d'une personne qui veut traverser la France et qui va traverser pas loin de 40 ZFE avec des règles qui vont varier à tout instant. Pour ceux qui veulent se rappeler un peu le contexte, alors la ZFE a été en partie suspendue ou abrogée, je sais pas exactement où ça en est, dites-moi en commentaire, par rapport à cette loi hein, qui avait été décidée par l'Assemblée nationale. Donc on a pas mal bataillé et ferraillé, donc la mesure aujourd'hui est complètement suspendue, on n'en parle même plus dans les médias. Mais attention, elle pourrait tout à fait revenir, hein. Chassez-la par la porte, elle revient par la fenêtre. Eh bien, ces ZFE, décidés localement, parfois, pour savoir quelle était l'infraction à laquelle vous allez vous exposer, il fallait se référer à 3 textes différents. L'arrêté qui prévoyait la ZFE, le code de la route et le code pénal. Parce que l'arrêté de ZFE a sa propre nomenclature, critères 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais dans le code de la route, vous avez une autre nomenclature pour les différents véhicules en fonction de leur poids. Et puis dans le code pénal, vous avez effectivement des renvois qui se font entre ces deux types d'infractions. Donc, en d'autres termes, déjà pour un avocat, c'est compliqué de savoir exactement ce que vous risquez lorsque vous méconnaissez la ZFE, mais alors pour le citoyen lambda, c'est incompréhensible. C'est inaccessible. Donc ça fait partie de ces complexités. La deuxième chose, c'est que les mesures de restriction varient en fonction du zonage dans lequel vous êtes. Donc ça veut dire que quand vous circulez dans une commune, vous devez adapter votre parcours par rapport aux zones qui vous sont ouvertes, par rapport aux critères dont est bénéficiaire votre véhicule. Autant vous dire, c'est une usine à gaz, vous voulez aller d'un point A à un point B, vous n'allez pas commencer à tracer votre route sur une carte ou sur un GPS, enfin, c'est incompréhensible. La troisième chose, c'est que les mesures pouvaient varier en étant plus restrictives ou moins restrictives en fonction de la météo et de la période de l'année. Donc, ça veut dire que connaître l'arrêté ne suffit pas. Il faut aussi connaître les mesures qui peuvent localement être décidées pendant quelques jours. Donc, on avait notamment des mesures qui pouvaient être plus restrictives, imposées dans les périodes de canicule, parce qu'on estime qu'il y a moins d'air et donc il y a plus de particules fines qui sont volatiles et qui peuvent être polluantes. Et donc, par conséquent, on va à la fois restreindre la vitesse, mais en plus, on va interdire certains véhicules critères 3, par exemple, qui auraient pu circuler dans cette zone, en considérant que seuls les critères 1 et critères 2 peuvent circuler. Donc, autant vous dire, ça aurait été une usine à gaz, et surtout, ça aurait été clairement une pompe à fric. L'idée, c'était d'asphyxier économiquement les personnes qui avaient des véhicules qui n'étaient pas les véhicules conformes, c'est-à-dire le tout électrique. Tout électrique, encore une fois, on l'a évoqué,
paraît être une aberration écologique. C'est simplement, on renvoie dans des pays du tiers-monde la pollution de nos modèles de véhicules et on détruit notre propre industrie. Bon, je pense qu'il y a évidemment d'autres choses à penser. Je ne dis pas qu'il ne faut pas penser à rendre moins polluants et peut-être plus autonomes nos véhicules, mais en tout cas, le tout électrique ne me semble pas, en ce qui me concerne, être la bonne voie ou la bonne solution. Mais bien sûr, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Donc ça, ce recours, il est toujours en cours devant le tribunal administratif de Paris, puisqu'on avait eu le plaisir de travailler avec la FFMC, qu'on salue évidemment, et puis à Montpellier, c'est toujours également en cours, puisque nous avons cette action devant le tribunal administratif depuis, je crois que c'était début janvier. Mais ça, janvier-février. Oui. Ouais. Janvier 2025, donc on sait que c'est à peu près 12 à 18 mois une action juridique, donc on attend un petit peu. Moi, ma seule crainte, c'est qu'on nous dise que le recours soit devenu sans objet. Ouais. C'est-à-dire que la loi ayant changé, les arrêtés ne s'appliquant pas, on demande l'annulation d'un acte qui n'a pas d'effet. Moi, je pense qu'il faut défendre en disant que même si aujourd'hui il n'a plus d'effet, il en a eu dans le passé. Donc évidemment, ceux qui ont été contraventionnés durant cette période-là, si on fait annuler l'arrêté, ils ont le droit de faire tomber la contravention. Oui. Donc c'est pas négligeable non plus. Et demain, il peut être réactivé, ce décret, à l'heure qu'il est. Il peut tout à fait être réactivé. Je demande quand même à ceux qui nous lisent en commentaire, parce que j'étais resté sur des débats où on avait suspendu cette loi sur les ZFE, mais il me semble qu'évidemment, elle n'a pas été abrogée. Donc je laisse en suspens, je vérifierai, mais pour moi, c'est quelque chose qui peut revenir. Donc attention, soyons vigilants. Pas plus que l'obligation vaccinale des soignants, d'ailleurs. Elle a été suspendue. Tout à fait, qui est toujours applicable, qui peut être activée par un simple décret. Il n'y a même pas besoin de siéger en Assemblée nationale. Oui. Dernière partie, quels sont les projets de l'Association de défense des libertés fondamentales pour l'année 2026 ? Eh bien, à qui d'autre demander, si ce n'est à son président et à son trésorier, quels sont les grands projets pour l'année 2026 pour l'Association de défense des libertés fondamentales ? Je le précise, je ne suis ni adhérent, ni l'avocat de l'association, ni même un fondateur. Donc, c'est une association qui est complètement indépendante de mon cabinet. D'ailleurs, je ne suis pas le seul avocat qui est intervenu à vos côtés. Tenez à le préciser. Alors, dites-moi tout, messieurs. Alors, ceux de nos adhérents qui sont en contact avec nous et nos anciens adhérents, nos sympathisants, ont reçu à l'automne un petit mail avec on leur donnait des nouvelles et un petit sondage où on leur demandait ce qui les intéressait le plus, ce qui les tracassait en priorité. L'obligation vaccinale, notamment des enfants, l'instruction en famille, donc l'éducation à la maison, la surveillance numérique, les corbeaux qui planent sur la propriété individuelle et le DPE. Donc, on a reçu des réponses. On va étudier ce qui est le plus faisable et ce qui a quand même des chances d'arriver, de gagner, de prospérer, comme on dit. Et donc, on va... Mais c'est sûr que cette histoire d'obligation vaccinale est un gros sujet parce que finalement, c'est l'avenir. Si on vaccine nos enfants et qu'ils sont en mauvaise santé, c'est terrible. Donc on va en tout cas, s'il y a un lien entre la vaccination et la mauvaise santé des enfants, c'est terrible. La discuter, c'est qu'aujourd'hui, par idéologie, on ne se pose même pas la question. Voilà. Donc pour nous, c'est une question importante, la santé, l'avenir. Et l'avenir aussi de pouvoir habiter quelque part où on est chez soi, de circuler librement, enfin... Toutes ces choses-là, finalement, la surveillance numérique pourrait nous interdire de circuler librement. Évidemment, dans la surveillance numérique, il y a la monnaie. Donc voilà, on a tous ces sujets qui sont sur la table. On va prendre des décisions et on va lancer des choses parce que si on demande au trésorier, il va nous dire où ça en est. On en a la capacité. Je ne donnerai pas le montant, mais on peut lancer des lois. Bon. Déjà, ça veut dire une chose très intéressante, c'est que vous êtes frugal. Vous avez des fonds, mais vous confondez pas l'argent de l'association avec votre argent de poche. Non, ça c'est quand même. C'est l'inverse. C'est quand même intéressant. Les frais. Voilà, c'est quand même intéressant. Non, mais c'est intéressant parce que je voulais en parler tout à l'heure, mais on a eu aussi une des difficultés avec le fait d'avoir des cagnottes quand il n'y avait pas d'association, c'est que vous avez certaines personnes qui ont fait cagnotter des gens pour leurs dépenses et leurs frais de justice, je ne citerai pas ces personnes, et qui ont utilisé cet argent pour des choses qui n'avaient rien à voir avec le règlement des frais d'avocat de leurs actions en justice. J'ai connu. Je sais que ça a été fait.
Ouais. Donc ça aussi, une association, c'est s'assurer que les fonds vont être employés dans l'intérêt de l'association. Autrement, c'est un abus de bien social et ça, c'est une infraction. Ouais. Donc nous, on a beaucoup de donateurs. Enfin beaucoup. Il y a des donateurs. On a jamais assez. Ça nous permet de. Merci à tous les donateurs. Merci. Et ça nous permet de faire ce qu'on ne pourrait pas faire sans. Tout simplement. Alors, je sais qu'il y a une question qui va être posée en commentaire. On va nous dire en 2025 pourquoi finalement nous avons fait si peu d'actions. C'est vrai que par rapport aux années précédentes, on a eu peu d'actions. Est-ce que vous avez un début d'explication? J'en ai une évidemment, mais alors, est-ce que vous aussi vous en avez? Alors, moi, ce que je dirais, c'est que en 2025, il n'y a pas eu tellement de textes qui a été promulgué. Et en fait, le problème, c'est que on peut pas attaquer un texte qui est là depuis longtemps parce que je crois qu'il y a une période pour le faire. Alors, on peut attaquer un texte qui est là depuis longtemps, mais par contre, je suis d'accord avec vous, il n'y a pas eu de nouveauté. Voilà. Il n'y a pas eu de nouveauté. On a eu la ZFE en début d'année qui a commencé très fort. Voilà. Et après, on n'a pas forcément eu de mesures extrêmement virulentes. On attendait la monnaie numérique. C'est pas arrivé. On l'attend toujours. On attendait le chat control. Le chat control. Oui. Bon, ça a été reporté. Finalement, les quelques mesures un peu phares sur lesquelles on est capable à la fois d'être dans notre objet social. Ouais. C'est aussi ça. Vous pouvez pas faire tout et n'importe quoi. Il faut que ce soit dans votre objet social. Et à la fois susceptible aussi d'intéresser vos adhérents. Parce que vos adhérents, il faut que ça les concerne. Il faut qu'ils aient envie aussi d'attaquer ce type de mesures. Vous pouvez pas faire une action parce qu'il y a un adhérent qui vous a dit Ouais. moi je suis pas trop d'accord, il y a un arrêté à côté de chez moi, j'ai envie qu'on l'attaque. Donc il faut aussi qu'on réponde à un besoin des adhérents. Ouais. Et je pense que cette année, à mon sens, mais je parle sous votre contrôle, vous n'avez pas forcément eu de demandes insistantes Non. et extrêmement prégnantes de la part de nos adhérents. Parce que les grands textes qu'on a évoqués, qui sont à mon sens les futures actions que vous allez faire, Ouais. eh bien, à ce jour, n'ont pas été encore transposées en droit français. Ouais. Il y a une chose qu'on aurait pu faire et pour l'instant on n'a pas fait. Je ne sais pas si on va le faire. C'était tous ces règlements qui ont abouti à l'abattage des bétails. Ah oui. La fièvre nodulaire, je ne sais plus comment. Contagieuse. La noduleuse bovine. Ouais, ce qui est quand même terrible de voir. Enfin, moi, je voulais dire un petit mot en y pensant pour les paysans qui travaillent vraiment extrêmement dur et qui sont soumis à des choses dignes des soignants suspendus. En réalité, on leur supprime leur vie du jour au lendemain. D'ailleurs, on a fait une émission sur l'abattage des bovins. N'hésitez pas à aller regarder de nouveau cette vidéo. Elle a été très largement diffusée, mais évidemment, on n'a pas atteint le million de vues. Donc, je pense que pour beaucoup, vous allez la découvrir. Pensez à la partager. Et si ça peut être utile à des propriétaires de bovins, eh bien, n'hésitez pas à leur envoyer. Ouais. On ferme cette parenthèse. Donc oui, effectivement, on aurait peut-être pu faire cette action-là, mais encore une fois, il faut que ça vienne aussi de vos adhérents. On n'a pas eu de demande, il faut le dire. Oui, et c'est vrai qu'on est plus des citadins. Oui. Voilà. Et plutôt axé santé. Ouais. Ouais. En tout cas, les projets de la DLF, si j'ai bien compris, ça va être la monnaie numérique, ça va être le chat control, et ça va être d'une manière générale, finalement, tout ce qui va restreindre brutalement et sévèrement nos libertés fondamentales. On ne sait pas ce qu'ils vont nous réserver dans leur chapeau. Pour l'instant, on n'a pas d'idée. Par contre, clairement, ils vont nous trouver sur leur chemin. Ouais. Je pense que ça, c'est la promesse qu'on peut faire à toutes les personnes qui nous regardent aujourd'hui. La DLF sera toujours un empêcheur de tourner en rond. Le petit grain de sable dans la machine qui peut la faire dérailler ou à tout du moins la ralentir lorsqu'elle a décidé de broyer nos libertés fondamentales. Je pense que ça, c'est intéressant de le rappeler. Ouais. Ah oui, tout à fait. Oui. Comment adhérer et soutenir l'association de défense des libertés fondamentales. Vous avez eu le plaisir de nous suivre pendant une émission qui a été riche en enseignements. On est revenu sur les origines de l'association, le pourquoi de cette association, les actions qui nous avaient le plus marqué, les combats de l'année 2025, et puis on a abordé ensemble les combats des années futures avec la monnaie numérique, le chat control et toute restriction aux libertés totalement arbitraire qui pourrait être décidée demain. Mais pour ça, vous l'avez compris, même si l'association est frugale et qu'elle a tendance à ne pas dépenser dans des actions qu'elle estime ne pas correspondre à l'objet social et aux besoins de ses adhérents, elle a bien évidemment besoin de vous. Est-ce que vous pouvez peut-être dire quelques mots sur comment on fait pour adhérer à l'association, comment on fait pour soutenir l'association? Qui d'autre pour en parler à part notre trésorier et notre président? Alors, on peut aller déjà sur le site asso-adlf.fr
On vous met le lien dans la description de la vidéo. Vous pourrez cliquer dessus et vous pourrez directement adhérer. Donc asso-adlf.fr. Dans Donner, ça vous redirige vers une page de Hello Asso où vous pouvez adhérer et faire des dons. Voilà. Et Hello Asso, c'est très pratique ça. Vous fournit les justificatifs fiscaux. Voilà, c'est ça. Directement et bien avant la date. Et ça permet pas mal de choses. Hello Asso, c'est vraiment bien. C'est un bon parapluie. Donc allez directement sur le site de l'association ADLF, en description de la vidéo, cliquez sur Hello Asso pour adhérer, réadhérer ou éventuellement faire des dons. On a besoin de vous, évidemment. Et après, on peut faire des virements également, y compris des virements périodiques. D'accord. Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin de fonds pour l'association? Je rappelle évidemment, je ne suis pas l'avocat de l'association, je suis un des avocats, je ne suis pas adhérent, je ne suis pas un des membres fondateurs, donc mon cabinet est vraiment une structure totalement distincte de l'association. Ça, c'est important aussi de le rappeler. Oui. Comment on peut faire pour vous aider? Puisque mon cabinet n'a pas besoin de l'aider. Mais comment on fait pour aider l'association? Eh ben, c'est les petites rivières qui font des grands fleuves, en fait. C'est tous ces dons cumulés qui financent pour l'essentiel. Bon. Les frais de justice, c'est essentiellement des honoraires d'avocat. C'est essentiellement ça, les dépenses. Après, on a 2-3 petits autres postes. Alors, c'est les abonnements Internet, ce genre de choses. Et, la réservation d'une salle une fois l'an, ce genre de choses. Oui, ça, je rappelle d'ailleurs, on a chaque année une assemblée générale. Une assemblée générale qui se déroule à Montpellier, parce que historiquement, le siège social est à Montpellier. Mais je rappelle, c'est une association nationale qui peut donc intervenir partout en France. Et d'ailleurs, les adhérents, en très grande majorité, ne sont pas de Montpellier. Donc, c'est quand même intéressant de le rappeler. Oui. C'est 80% qui sont hors de l'Occitanie, carrément. Oui. D'accord. Donc, c'est quand même intéressant de le rappeler que c'est pas une association de Montpellier. Alors qu'au début, il y avait que des gens de Montpellier. Ouais. Moi, je salue notre adhérent de Nouvelle-Calédonie. Ah, bravo. On a quelqu'un en Nouvelle-Calédonie. Il se reconnaîtra dans ce cas-là. On a même Hong Kong. Hong Kong aussi, on salue les Calédoniens, évidemment, qu'on a le plaisir d'accompagner. Et c'est vrai, juste une petite info, on a mis l'adhésion à un prix modique pour que les gens qui symboliquement veulent nous rejoindre, mais ont des moyens limités, 10 €, c'est pour la cotisation annuelle. C'est pour que justement tout le monde puisse adhérer et voilà. C'est pas que c'est gratuit, mais c'est quand même relativement raisonnable. Est-ce qu'on a la date de la prochaine assemblée générale ou c'est pas encore arrêté? Ce sera janvier-février. Voilà. Alors, pour ceux qui vont adhérer ou qui vont réadhérer ou ceux qui veulent nous rejoindre, sachez que tout le monde est invité à l'assemblée générale dès lors que vous êtes adhérent, évidemment. Les adhérents sont bien invités à l'assemblée générale. Et vous aurez le plaisir également de me voir à cette assemblée générale, puisque chaque année, je fais toujours un compte-rendu des actions qui ont été engagées, où est-ce qu'elles sont, où est-ce qu'elles sont en cours, etc. Donc, on fait vraiment un compte-rendu annuel, puisque vous l'avez compris, l'essentiel des dépenses sont les dépenses de justice. Donc, il était évident qu'on va rendre compte de ce que l'on fait chaque année. Ça permet évidemment à tous les adhérents de suivre en direct et puis de poser des questions. On a toujours ce petit moment d'échange privilégié. Donc, si vous voulez venir nous voir, ce sera à Montpellier au courant du mois de janvier ou février. On communiquera dessus pour vous informer. D'accord ? Merci beaucoup. Bon. Eh bien, écoutez, merci à tous. Vous êtes plus de 50% à nous regarder et à ne pas être encore abonnés. Donc, qu'attendez-vous ? Abonnez-vous à la chaîne. Soutenez-nous, soutenez la DLF. Vous pouvez partager cette vidéo. Vous pouvez faire un petit commentaire, un petit like. Ça ne mange pas de pain, mais par contre, pour nous, ça va évidemment changer complètement la donne. Et si vous souhaitez soutenir l'association ADLF, eh bien, vous pouvez le faire. Le lien est dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt.